C'est un plaisir de vous retrouver fidèle à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, réunis avec CP à Abuja lors du premier sommet économique de la CEDEAO, le président Patrice Talon a invité les États d'Afrique de l'Ouest à repenser le fonctionnement de l'organisation régionale. Selon lui, l'intégration économique doit devenir une priorité des considérations politiques ou institutionnelles. À l'aide des technologies, les réseaux sociaux sont devenus de nouveaux carrefours, des rencontres amoureuses. Ils offrent un espace où des affinités peuvent naître. Cependant, cette révolution numérique apporte son lot de complexité avec des questions sur la sincérité des interactions. Vous suivez les suggestions d'une conseillère conjugale et familiale sur le sujet dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale, les Pays-Bas ont officiellement rendu au Nigeria 119 sculptures anciennes des bronzes du Bénin, volées dans l'ancien royaume du Bénin il y a plus de 120 ans durant l'époque coloniale. À nouveau bonsoir, le chef de l'État, Patrice Talon, était hier au Nigeria pour prendre part aux travaux du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce sommet a été une occasion pour les différentes délégations d'aborder des sujets qui touchent l'intérêt des peuples de la sous-région. Le président Patrice Talon, dans son intervention, a passé au peigne fin les mots qui minent les institutions sous-régionales et il a appelé à une réelle intégration économique de la CEDEAO, suivant un extrait de ses propos. L'Afrique a les mêmes idéaux que le reste du monde. Ce n'est pas la volonté qui nous manque, mais nous ne parvenons pas à faire aboutir nos idéaux. Et notre échec principal, et qui est la cause de notre sous-développement, c'est bien notre incapacité à mettre en œuvre notre idéal. Et ceci est de la responsabilité de nos leaders, nos responsables. C'est de la responsabilité de nos collaborateurs, c'est-à-dire les ministres. C'est de la responsabilité des cadres de nos ministères. C'est de la responsabilité de notre administration globale. Ce sont donc l'ensemble des divers responsables de l'Afrique, du plus haut niveau jusqu'au plus bas, qui sont responsables de la non-mise en œuvre de notre idéal. Et c'est pour cela, Monsieur le Président Ahmed Tinubu, que votre appel à une action commune pour la complémentarité et l'intégration de notre économie, qui relève du rôle des chefs d'État que nous sommes, est à saluer. Ce n'est pas pour moi une manière d'excuser les chefs d'État et d'exprimer que notre rôle dans notre échec est infime. Non, nous avons notre part de responsabilité dans l'échec. Je vais parler des chefs d'État, des principaux responsables au sommet de l'État. Mais cette responsabilité de cet échec ne relève pas seulement de cette insuffisance des chefs d'État que nous sommes. Tellement les responsables politiques, tellement l'administration ne fait pas ce qu'il faut, que nos populations, nos hommes d'affaires sont obligés de contourner les obstacles de l'administration, d'avoir affaire à l'informel pour échanger entre les communautés d'un pays à l'autre. Quand on observe les efforts que font nos communautés pour donner un contenu réel à l'intégration et en contournant ainsi l'administration, en étant dans l'informel, nous devrons, mes chers présidents, chers collègues, mes chers grands frères, nous devrons, chers ministres, chers responsables de l'administration, prendre un nouveau départ pour sortir l'Afrique de la pauvreté en passant par l'intégration effective. Le monde entier, notamment les pays développés, les autres régions du monde, sont rentrés dans une phase
de défiance de la coopération internationale. La coopération internationale n'est plus aujourd'hui un idéal universel. L'aide internationale n'existe plus et n'existera plus. Et le seul moyen pour nous, pour nos populations, de sortir de la pauvreté est que nous fassions les efforts qu'il faut sur nous-mêmes pour nous développer. Les États-Unis sont en train de nous donner une leçon incroyable. On observe le pays le plus puissant du monde, économiquement le plus puissant, qui est en train de défendre ses intérêts au centime près, au mépris de la coopération internationale. Cette déclaration, à la limite de guerre commerciale, que les États-Unis ont déclarée au monde entier, est une façon de nous réveiller. À la limite, nous devrions saluer le président Trump pour ce coup de fouet qu'il nous donne. J'ai envoyé la semaine, il y a quelques jours, au ministre des Finances, porter un message au président Tinubu pour la préparation de ce sommet. Et j'ai prié donc le grand frère Tinubu d'accepter que le Bénin et le Nigeria soient les pionniers du passage à un nouveau palier en termes d'intégration. Nous sommes de la CEDEAO, nous avons des textes extraordinaires concernant l'économie, concernant l'intégration, mais on n'a pas beaucoup bougé. Donc j'ai demandé au président Tinubu que le Bénin était prêt pour être un pionnier avec le Nigeria, pour passer une étape réelle, concrète d'une intégration économique. Nous sommes de retour au Bénin à moins d'un an de la fin de son second mandat. Le président Patrice Talon a laissé entendre qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2026. Une annonce implicite faite à l'occasion d'un séminaire gouvernemental sur la gouvernance locale. Suite à cette annonce, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou. Voici ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est ce qu'on appelle vis repetita. Moi, il a même dit, il a souhaité vivre un peu longtemps pour voir ce qui va se passer. Là, moi, je n'ai pas compris. Et avec la désignation des SE qu'il a imposé, la désignation des SE et autres responsables des mairies, moi, j'ai vu qu'il y a eu trop de problèmes. Normalement, ce que moi, j'ai lu dans cette déclaration, et peut-être l'occasion, il ne sait pas si l'occasion sera encore présentée, c'est ce qu'il a dit. Ne veut pas dire qu'il ne va pas encore les rencontrer, ça ne veut pas dire ça. Mais il est en train d'annoncer son départ. 11 mois, jour pour jour, qu'un autre président va prendre le pouvoir. Donc c'est normal qu'il dise ça. Mais je ne le crois pas. La Constitution dit 5 ans renouvelables. Il les a fait. En 2019, c'est lui-même qui a mis dans notre Constitution, la nouvelle qu'on appelle « Nul ne peut être chef d'État 2 fois ». Donc pour moi, je ne trouve pas qu'on peut appeler ça un événement. On ne peut pas appeler ça un événement. C'est l'ordre des choses. Bon, maintenant que le citoyen lambda que je suis, je peux vous dire, je me constitue un peu en Saint Thomas face à quelqu'un comme ça, qui peut-être peut revenir comme il est venu en 2026 et 2021. Mais je n'y crois pas. Les lois sont là, il applique les lois de la République. Nous, citoyens, nous disons bravo. Le président Talon n'a pas besoin de rassembler les SE et les maires pour leur faire part de son départ du pouvoir. Il n'a qu'à monter en haut et descendre en bas, comme le disent les Ivoiriens. Il a bouffé 2 acassas et la loi dit une acassa plus une, ça fait 2. Son ventre doit être plein. Malgré même cette énième annonce qu'il vient de faire pour son départ, je pense que les gens ne sont pas toujours rassurés. C'est ce que moi je suis en train de voir. Parce que vous savez, nous, on est des faiseurs d'opinion et on est en contact avec les simples citoyens, ce qui n'est pas le cas pour le chef de l'État. Donc il y a des gens toujours qui continuent de douter de sa bonne foi. Est-ce que vous voyez? C'est tellement... Parce qu'ils se disent, mais avec tout ce qu'il est en train de faire vers la fin de son mandat, vous savez,
Tout ça là, nous tous on ne sait. Est-ce que vous voyez? Donc, il veut imposer quelqu'un ou bien comment, on ne sait pas. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est déjà une bonne chose qu'il annonce. Donc, ça va permettre un temps soit peu la décrispation politico-sociale. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 6 mois des élections législatives. Mais est-ce qu'on sent dans le pays, il y a les élections? Non. Nous sommes, je crois que c'est en avril, les élections présidentielles auront lieu en 2026. Mais aujourd'hui, est-ce que quel candidat, même ses propres partis jumelles là, est-ce qu'ils ont un candidat? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est en train de mijoter. Démocratiquement, il y a un temps qu'il faut faire au pouvoir. Ce n'est pas forcé que le système que vous avez amené, qui vous a amené au pouvoir, que vous-même, vous avez appliqué, sera fini après votre mandat. Quelqu'un d'autre viendra le finir. Il n'est pas dit que nécessairement, c'est parce que c'est vous qui avez initié que ça va finir pendant votre mandat. On nous a appris, sinon le français nous a appris en disant le pouvoir a une continuité. Mais le peuple aura le dernier mot. Le peuple aura le dernier mot. Parce qu'en 2026, il ne veut pas. C'est le peuple qui va élire son dirigeant. Dans un tout autre registre, à prison, à l'heure où la vie quotidienne des personnes sont de plus en plus partagées en ligne, les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la façon dont les liens amoureux se tissent. De la découverte de nouveaux partenaires à l'entretien de relations à distance, ces plateformes offrent des possibilités pour se connecter. Cependant, elles apportent aussi le lot de défis comme la gestion des attentes et la recherche de l'authenticité. Madame Akpouvo Aurore, coach familial et conjugal, nous livre quelques conseils suivants. La drague en ligne, c'est les avances que les jeunes se font en ligne. C'est une façon de faire la cour à la femme ou peut-être à l'homme parce que en ces temps-là, c'est les deux. Je vais simplement vous dire, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Nous recevons des jeunes couples qui viennent nous consulter, des jeunes couples qui viennent poser leurs problèmes, demander des conseils. Sur 10 couples, nous avons 7 échecs. Il n'y a que 3 couples qui tiennent le coup. Soyons optimistes. Peut-être avec le temps, le taux va monter. Peut-être à 5. Mais je donne les statistiques que moi j'ai à mon niveau. Peut-être à d'autres niveaux, il y a mieux. Il y a assez d'illusions dans cette histoire de drague en ligne. Il y a assez d'illusions. Parfois, ce qu'on nous fait voir, ce n'est pas ça. Des gens vont jusqu'à même louer des habits. Des gens vont louer des appartements pour vendre de l'illusion, pour montrer à leur vis-à-vis qu'ils sont quelque chose, mais au finish, c'est la déception totale. Il y a des gens qui ne savent même pas parler français. Eux, ils ne font souvent pas les appels vidéo autres. C'est des écrits. On écrit tout le temps. Tout le temps, on est en train de s'écrire. Et parfois, on dit, mon cadre ne me permet pas de faire des appels vidéo et autres. Et on s'écrit, et c'est de gros mots, c'est de gros français. Mais quand on se voit face à face, mais à peine 1 minute de discussion, puis la femme est déçue, ou bien c'est l'homme qui est déçu. La femme n'arrive pas à tenir 1 minute. Elle ne peut pas parler français. Voilà des choses qui arrivent dans votre histoire de drague en ligne. Après 3 mois de drague en ligne, j'aurais souhaité qu'on se rencontre et qu'on fasse de plus simples connaissances. C'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, je demande aux jeunes de ne plus vendre de l'illusion. Montrez, dites exactement ce que vous êtes. Donnez-vous à fond et dites à l'autre qui est derrière l'écran là-bas, je suis ci, je suis ça. Là, dès que vous allez vous rencontrer, au lieu que ça doit être une déception, ça va être une joie. Et puis, la personne aura une fierté de vous présenter à sa famille. Parfois, quand le monsieur vient, c'est autre chose. Je vous donne l'exemple. C'est un monsieur, excusez-moi, il est estropié. Il n'a pas ses 2 jambes. Mais souvent, il est bien assis comme moi.
L'appel vidéo, c'est comme ça. Il est très beau. Il est très beau, mais Dieu n'a pas permis qu'il trouve ses jambes en forme. Au lieu de dire à la dame ou à la fille, j'ai tel problème, il n'a rien dit. Mais c'est le jour où les gens sont allés l'amener de l'aéroport à la maison que la déception a été grande. Le monsieur, lui, n'était pas gêné. Il disait, mais ce n'est que handicap, ce n'est que mon handicap, ça ne peut pas entraver notre amour. Mais la femme et ses parents sont complètement déçus. L'amour s'est transformé en autre chose. Les gens n'ont plus voulu le recevoir. Et c'était, je ne vais pas vous dire la suite, c'était triste. Il est reparti comme il est revenu. Nous, les femmes, nous avons nos critères. Hein. Mais si nous décidons d'aimer un homme, on l'aime avec tous ses défauts. On l'aime avec ses handicaps. Mais il faut quand même dire la vérité. Je conseille aux jeunes de dire la vérité. Ce n'est pas seulement aux hommes, hein. Je conseille aussi aux femmes de dire la vérité. Une femme qui porte perruque tout le temps, hein? Tout le temps, elle n'a pas de cheveux, elle porte tout le temps de perruque. Elle a des problèmes avec son cuir chevelu. Mais il faudrait qu'un jour, qu'elle rase la tête et qu'elle montre au monsieur comment elle est belle avec sa tête rasée. Moi, je préfère ça. Il ne faudrait pas qu'on se maquille tout le temps. Il faudrait quand même qu'on reste naturel de temps à autre parce que le monsieur viendra découvrir un jour. Il faudrait quand même que tu ailles à la douche et tu te laves. Et là, les imperfections apparaissent. Je préfère qu'on reste naturel et qu'on se dise la vérité. En interactualité à Lagos, les autorités nigérianes ont accueilli lors d'une cérémonie officielle le retour de 119 œuvres d'art pillées à la fin du 19e siècle. Figurines en bronze, plaques commémoratives, parures royales, avaient été arrachées au royaume du Bénin en 1897 à la suite d'une expédition militaire britannique. Cette démarche s'inscrit dans un mouvement global de réévaluation du patrimoine acquis durant la période coloniale. Le reportage. Plus d'un siècle après leur spoliation par les troupes coloniales britanniques, 119 œuvres d'art issues du royaume du Bénin ont été officiellement restituées au Nigeria par les Pays-Bas. Figurines humaines et animales, plaques cérémonielles, ornements royaux ou encore une cloche sacrée sont autant de pièces connues sous le nom de bronze du Bénin. The return is one, the importance of it is beyond explanation. Ce retour revêt une importance difficile à exprimer par des mots. Leaving and being stolen from Benin. L'histoire de ces artefacts qui ont quitté le Bénin après avoir été volés bien avant ma naissance est longue et douloureuse. Pour que ces pièces soient aujourd'hui restituées, cela témoigne de la résilience du peuple béninois, de la force de la famille royale et surtout des combats acharnés menés par mes ancêtres pour que ce jour advienne enfin. Depuis quelques années, les musées européens et nord-américains s'engagent progressivement dans un processus de restitution d'œuvres acquises dans la violence et le mépris des cultures locales durant l'ère coloniale. La restitution de 119 de ces trésors ne se limite pas à la simple remise d'objets. C'est la reconnaissance de notre dignité, de notre identité, de nos valeurs, de nos idées, ainsi que de l'humanité partagée qui nous lie en tant que peuple. Ces objets ont été restitués à la demande de la Commission nationale des musées et des monuments du Nigeria, dans le cadre d'un dialogue engagé depuis plusieurs années. Les bronzes du Bénin ne sauraient être considérés uniquement comme de simples œuvres d'art ou des vestiges du passé. Ils incarnent véritablement l'âme et l'esprit du royaume du Bénin. Ces pièces témoignent avec une éloquence saisissante d'un rayonnement culturel inégalé, où artisans et créateurs ont su élever le bronze au rang de chef-d'œuvre d'une grande complexité, reflétant l'histoire, les coutumes et les aspirations d'un peuple très fier. Le vol de ces œuvres remonte à 1897, lors d'une expédition militaire britannique dirigée par Sir Henry Rawson contre le royaume du Bénin, un territoire situé aujourd'hui dans le sud du Nigeria. Plébiscité à la tête du RHDP, lors du deuxième congrès ordinaire de son parti, Alassane Ouattara a laissé planer le doute sur une éventuelle candidature à la présidentielle prévue en octobre prochain.
Il demande quelques jours de réflexion pour se prononcer. Suivant. Alassane Ouattara va-t-il briguer un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire? Pour les membres du RHDP, sa formation politique, la question ne se pose même pas. Il est l'homme de la situation pour le développement et la stabilité du pays. Aussi l'ont-ils désigné comme porte-étendard du parti pour la présidentielle d'octobre. C'était lors du 2e congrès du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie à Abidjan. Alassane Ouattara, 83 ans, a promis de se prononcer dans les prochains jours. L'octogénaire a assuré avoir écouté ses partisans. Un faux suspense donc avant une nouvelle conquête des suffrages. La question reste posée. Sa décision est attendue jusqu'à l'opposition où des figures de proue ont été frappées d'inéligibilité. Les candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire ont jusqu'au 26 août pour déposer leur dossier. La collecte des parrainages débute le 1er juillet. Les mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner font à nouveau l'objet de lourdes accusations. Selon un rapport détaillé transmis au procureur de la Cour pénale internationale, des hommes liés à Wagner auraient partagé sur les réseaux sociaux des vidéos de crimes de guerre commis contre les civils dans divers pays du Sahel. Suivant. Des images d'une extrême violence diffusées sur les réseaux sociaux. Selon un rapport accablant transmis au procureur de la Cour pénale internationale, le groupe Wagner aurait commis des exactions en Afrique de l'Ouest. Des atrocités filmées puis diffusées sur la toile qui pourraient servir de preuve de crimes de guerre. Depuis que Wagner est entré en guerre au Mali, il y a une escalade des crimes de guerre et des violations des droits de l'homme, y compris des décapitations brutales, des démembrements et des choses qui sont connues parce qu'ils s'enregistrent eux-mêmes et publient les vidéos sur leur compte Telegram. Selon les observateurs, cette nouvelle stratégie donne lieu à des atrocités et à une déshumanisation que la région n'avait pas connue depuis des décennies. Ces images génèrent de l'engagement et dans certains cas des revenus pour les chaînes payantes qui se sont développées. Le plus choquant, c'est que plus ces images sont explicites, plus ces chaînes obtiennent de l'intérêt et plus le groupe s'agrandit. Début juin, le groupe Wagner a annoncé son retrait officiel du Mali. Moscou est soupçonné d'avoir développé une force rivale pour maintenir le contrôle sur la zone. Le retrait du groupe Wagner ne va pas changer de manière significative la situation sécuritaire au Mali. Au contraire, la Russie a l'intention de rester dans le pays sous la forme de ce que l'on appelle désormais Africa Corps, qui est toujours composé de forces de Wagner. Nous devrions donc assister à une poursuite de la violence, en particulier de la part du groupe Al-Qaïda. Lorsqu'il s'agit de terrorisme, la région du Sahel est considérée comme l'endroit le plus meurtrier de la planète. Selon l'Institute for Economics and Peace, la moitié des 8000 victimes du terrorisme dans le monde l'année dernière y ont été tuées. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé un appel en faveur d'une solution pacifique au conflit opposant Israël et l'Iran. Dans le même esprit, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté l'ensemble des parties directement ou potentiellement impliquées à faire preuve de retenue et à privilégier la voie du dialogue pour préserver la paix. C'est après moi. L'Afrique du Sud fait partie des pays qui se sentent préoccupés par la guerre entre Israël et l'Iran. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à une résolution pacifique de la crise, alors que les États-Unis sont entrés dans le conflit à travers les frappes contre des sites iraniens. Cyril Ramaphosa espérait plutôt que son homologue américain utiliserait son influence afin de convaincre les belligérants à poursuivre le dialogue pour trouver une issue à leurs différends. Le chef de l'État sud-africain milite aussi pour un champ d'action de l'ONU dans la résolution de la crise. Les Nations Unies qui ont justement appelé l'Iran et Israël à renouer le fil du dialogue. C'était dimanche lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.
Excellence, il y a 2 jours dans cette même salle, j'ai lancé un appel direct. Donner une chance à la paix. Cet appel n'a pas été entendu. Au lieu de cela, le bombardement des installations nucléaires iraniennes par les États-Unis marque un tournant périlleux dans une région déjà ébranlée. Dès le début de la crise, j'ai condamné à plusieurs reprises toute escalade militaire au Moyen-Orient. À Téhéran, la capitale iranienne, les habitants maintiennent leurs habitudes malgré le climat délétère, même si la perspective d'un cycle de destruction inquiète. Ici s'arrête ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.